Masechet Shkalim résumé du Daf Gimel. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, le 15 Adar. On commence à s'occuper à réparer les chemins qui sont abîmés en hiver, les rues, les mikvaot qui se sont abîmés. On fait aussi tous les besoins communautaires. Qu'est-ce que c'est que les besoins communautaires? Explique la Gemara. On juge des jugements de mamonot, d'argent, de celui qui est chayav mita, celui qui doit être puni par le badin de prendre 40 coups. Mais rachat de tous les dons et les vœux, on donne à boire à la sota, l'eau amère, on brûle la vache rousse, on casse la nuque de la génisse qu'il faut casser la nuque, et ainsi de suite, toutes sortes de besoins communautaires comme ça. La Gemara dit, on a une Mishnah qui dit que à Chol HaMoed, pendant Chol HaMoed, on sort, le Bedin sort pour signaler, marquer les tombes. La Gemara demande, mais on l'a déjà fait en Hadar, un mois plus tôt, répond la Gemara, certainement que c'est un cas où ça s'est effacé avec les pluies qui sont venues ensuite. De même, pour déraciner les mélanges d'espèces dans les champs, ici aussi la Gemara demande pourquoi Chol HaMoed alors qu'on l'a fait un mois plus tôt, la Gemara répond, ça a poussé un peu plus tard. Et donc, à Purim, on les a pas encore vus, on a dû le faire plutôt à Chol HaMoed Pesach. La Gemara dit encore, on apprend du pasuk, Vetame, Tame Ikra. Le Metzora, le lépreux, doit annoncer qu'il est tamé pour éloigner les gens de lui-même, qu'il s'éloigne de la Touma. De là, on apprend qu'il faut marquer aussi les tombes. Il faut peindre sur la tombe de manière à ce que tout le monde voit qu'il y a ici de la Touma pour s'éloigner. La Gemara apprend encore un pasuk dans Yechezkel, plusieurs halakhot à ce sujet. Et on apprend du pasuk de Yechezkel, on apprend d'abord qu'il faut marquer sur les tombes, même s'il n'y a que des ossements, c'est suffisant déjà pour entamer, donc il faut éloigner les gens de là-bas. On marque sur une pierre fixe, donc on la peint avec de la chaux, une pierre qui est fixée, pas posée, de manière à ce que la Touma ne s'en aille pas, enfin que le signe ne s'éloigne pas de la Touma, et rende tamé pour rien ailleurs. On apprend aussi de ce passouk-là, dans Yechezkel, qu'il faut faire la peinture pour signaler la Touma, pas au-dessus, pas vraiment au-dessus uniquement de la Touma, mais même un peu autour, de manière à ce que les gens réalisent un peu plus tôt, pour ne pas se rendre tamé. On apprend encore que la Gemara ramène là-dessus une braïta à celui qui voit une pierre avec la marque de la tombe de la Touma, s'il est passé dessus, il devient tamé, parce qu'on suppose que s'il n'y a qu'une seule pierre, certainement la Touma est en dessous, mais s'il y en a deux, alors certainement la Touma est entre elles. Et celui qui l'a fait, il l'a fait correctement, de manière à éloigner les gens de la Touma. Si par contre entre les pierres, c'était un endroit labouré, le champ était travaillé, certainement la tombe n'est pas entre les deux pierres, mais en dessous des deux pierres, donc celui qui est passé entre les tombes, il est à or, mais au-dessus d'une des deux pierres marquées, cet homme-là, il est tamé. La Gemara dit encore que pour de la chair uniquement, la chair d'un homme de mort de Touma, on n'a pas besoin de signaler là-bas, de marquer la Touma, parce que finalement, quand la chair va se décomposer, il n'y aura plus de Touma. Il vaut mieux que les gens se rendent tamés par erreur en passant là-bas au moment où il y a encore de la chair, qui est un moment plutôt temporaire, plutôt que laisser là-bas un signe définitif et que les gens vont toujours se croire tamés alors qu'ils ne le sont pas. Ils vont finalement abîmer des troumotes et des tarotes pour rien en croyant qu'ils les ont rendus tamés en passant là-bas alors que finalement la chair s'est déjà décomposée et qu'il n'y a plus de touma. Mishnah suivante. À l'époque, en première époque, le Bedin avait l'habitude de venir déraciner les mélanges d'espèces dans les champs et les jeter devant les propriétaires. Les gens finalement étaient contents de ça, les vrais Avera étaient contents de ça parce que le Bedin d'abord leur faisait un double travail. D'abord, ils travaillaient leur champ en réalité en déracinant les mauvaises herbes, et en plus, ils jetaient devant leurs bêtes, et donc finalement, devant eux, donc finalement leurs bêtes venaient en profiter. Le Bedin a décidé de déraciner les mélanges d'espèces et les jeter sur les champs, de manière à ce qu'au moins le propriétaire ne profite pas à donner à ses bêtes. Mais ils ont vu, le Bedin, que les gens étaient encore contents du travail qu'on leur faisait dans les champs, d'enlever les mauvaises herbes, et donc ils ont décidé d'abandonner le champ tout entier. Et de là, la Gemara en vient au grand sujet, à savoir d'où on sait que le Bedin a le pouvoir d'abandonner les biens d'un homme. La Gemara dit d'abord, on a un pasuk dans Ezra qui dit que le Bedin du temps de Ezra avait avait dit à tout le monde de se réunir, et celui qui ne vient pas d'ici 3 jours, tous ses biens seront abandonnés. De là, on apprend que le Bedin a le pouvoir d'abandonner les biens de quelqu'un. Hefker, Bedin, Hefker. Le Hefker qu'un Bedin a fait est considéré comme un Hefker. Le Bedin peut se mêler des biens d'un homme et les rendre Hefker. La Gemara amène une deuxième preuve, c'est que on voit que à tel point c'est Hefker
que celui qui va profiter de ces fruits-là n'a pas besoin de les prélever, comme quelqu'un qui a pris des fruits du Hefker. La Gemara dit on apprend ça parce que le Bedi n'a pas le droit de faire une année de 13 mois, si c'est la Shemitah ou l'année suivante. Donc la Shemitah pour ne pas prolonger les Isurim de Shemitah, et l'année suivante de manière à ce qu'on n'en arrive pas à un problème de Chadash, c'est-à-dire la nouvelle récolte qui ne sera permise qu'à Pessah, finalement, elle sera tardée d'un mois de plus alors que les gens n'ont pas suffisamment de récolte à cause de l'année précédente. Ces deux halachot là nous apprennent que les Bedi n'ont pas le droit de le faire. Mais s'ils l'ont quand même fait, ils ont ajouté un 13e mois donc dans l'année, eh bien dans l'année de Shemitah par exemple, tout est efker, ça c'est considéré comme un mois de Shemitah, donc toute la récolte ce mois-là est encore efker, alors que finalement, il se trouve que les Bédines ont le pouvoir de rendre efker à tel point que les gens n'ont pas besoin de faire les prélèvements. Donc on voit d'ici qu'ils ont un tel pouvoir que même pour la Kula, c'est valable. La Gemara dit qu'avec les années, on a vu que finalement, premièrement, on pouvait amener des fruits de Chutz La'aretz, en dehors de l'Eretz Israël, ça a été permis, ça a été autorisé avec le temps. Donc finalement, il n'y a plus de problème de prolonger la Shemitah. Et l'année suivante non plus, il n'y a pas de problème de la prolonger avec un mois de Hadar Sheni, un deuxième mois de Hadar, parce que avec le temps, on a vu que les récoltes ne poussaient pas si vite et ça ne mûrissait pas encore jusqu'à Pessah. Donc de toute façon, on n'a rien à perdre de prolonger l'année d'un mois. Donc avec le temps, les Chachamim ont décidé de permettre d'ajouter un Hadar Sheni, un deuxième mois de Hadar pour les années de Shemitah ou l'année suivante. La Gemara ramène encore une preuve que le Bedin a le pouvoir d'abandonner les biens de quelqu'un à tel point que ce sera efker qu'il est pas tour des maasorot de prélèvement. On apprend ça, parce qu'en réalité la Gemara veut repousser cette preuve-là en disant que c'est valable minatora, d'ajouter un mois, c'est au contraire, c'est ce que la Torah elle veut, de manière à ce que Pessah tombe toujours en printemps. Donc la Gemara ramène une autre preuve, c'est quelqu'un qui a mis son tas de blé sur les petits épis de blé qui appartenaient encore aux pauvres. Et on lui a fait une amende que tout ce qui touche la terre, tout ce qui touche le sol, appartiendra aux pauvres, et donc finalement ils n'auront pas besoin de faire le prélèvement. Alors on voit que ce efker là, il est valable complètement. Mishnah suivante. Le 15 Hadar, on place des banquiers, disons, dans les villes qui encaissent les machatit shekel des gens. Le 25 Hadar, ces banquiers-là passent au Beth Amikdash pour encaisser les machatit shekel. À partir de ce moment-là, donc du 25 Hadar, le Bedin vient prendre de force des gens qui n'ont pas participé encore au machatit shekel. On prend des Lévim, des Israélites, des convertis, des esclaves libérés, mais pas des femmes ou des esclaves ni des enfants, ni des Kohanim, à cause du respect qu'on a vis-à-vis des Kohanim. Un enfant pour qui le père a commencé à donner le machatit shekel n'a pas le droit de s'arrêter. S'il a donné une fois, il doit toujours donner. À propos des Kohanim, la Gemara ramène une machloket, à Mishnah, la Gemara elle explique qu'il y a une machloket à savoir est-ce que les Kohanim ont l'obligation de participer au machatit shekel ou bien que c'est facultatif. La raison de celui qui dit que c'est facultatif, il dit une mincha d'un Kohen, une offrande de farine d'un Kohen n'est pas mangée, elle est brûlée totalement. Et si tu dis que les Kohanim participent au machatit shekel, donc finalement dans les korbanot tibour, les korbanot communautaires, comment est-ce qu'on peut manger les korbanot tibour dont des menachot, comme par exemple les 12 pains du lechem apanim, les 2 pains de Shavuot et le minchat haomer qui est fait à Pessah d'orge. Donc certainement les Kohanim n'ont pas participé au machatit shekel. Et la Gemara dit c'est une erreur. Enfin ceux qui pensent qu'ils ont lui le devoir de participer. D'abord on apprend du pasuk zeitnu. Ze c'est Gematria, ça fait 12, donc les 12 tribus doivent participer au machatit shekel. La Gemara dit aussi de toute façon cette comparaison, cette preuve-là, elle est pas vraie parce que c'est pas la preuve, parce que finalement c'est considéré non pas comme un korban yachid, c'est pas un korban d'un particulier, d'un Kohen qui a amené une mincha. À partir du moment où il a donné son machatit shekel, ça devient un korban communautaire qui lui peut être mangé même s'il y a finalement parmi dans ce clan-là qui a participé, il y a aussi des Kohanim, c'est pas grave, ça ne s'appelle pas une mincha d'un Kohen qui doit être brûlé, ça s'appelle une mincha de Tzibour qui peut être mangée. Mishnah suivante. Donc on a vu qu'on ne prend pas de force des femmes, ni des esclaves, ni des enfants. La Gemara dira là-dessus d'ailleurs que les enfants jusqu'à 13 ans, on ne réclame même pas le machatit shekel. De 13 à 20 ans, on le réclame mais sans prendre de force. À partir de 20 ans, on prend de force. Si par contre ils ont donné d'eux-mêmes, on accepte. Un goy ou un kouti c'est une nation de goyim qui s'est convertie par crainte des lions qui les dévoraient, et donc ils sont convertis pour être juifs, pour être épargnés de cette punition-là,
et ils n'ont pas gardé les mitzvot longtemps. Donc finalement, il y a une marloquette à savoir est-ce qu'ils sont considérés comme des juifs ou pas. En tout cas, ce goy et le kouti qui ont donné le machatit à shekel, on ne l'accepte pas, et on n'accepte pas non plus des corbanotes de volaille qui servent à se purifier d'écoulement impur ou d'accouchement, ou bien des corbanotes ratat ou hacham. La Mishnah conclut en disant, voici la règle, tout corban qui vient en don, on reçoit deux, mais ce qui ne vient pas en don, on ne reçoit pas deux. D'ailleurs, on ne reçoit pas non plus ce qui vient pour les constructions du Beth Amikdash, comme le machatit à shekel, enfin, ou bien le soutien, comme le machatit à shekel, car on voit dans un pasuk dans Ezra qui dit que les goïms qui voulaient aider au Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash, on leur a dit, ce n'est pas à vous et à nous de construire une maison pour notre Dieu. Autrement dit, vous ne participez pas, c'est qu'à nous les Juifs de construire une maison à notre Dieu.